On est maintenant prêt à corriger la première partie de l'examen formatif synthèse. On va voir les questions générales. Je vais donner des réponses courtes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement les mêmes mots, mais ça devrait dire à peu près la même chose. Et si vos réponses ressemblent à ça, bien, vos réponses sont bonnes à ce moment-là. Alors, on y va avec les questions générales. La première question, qu'est-ce que la couche arable? Réponse possible, c'est la couche à la surface du sol qu'on utilise pour cultiver les plantes. Donc, c'est la couche à la surface du sol utilisée pour cultiver les plantes ou dans laquelle les plantes développent leurs racines. Quelle épaisseur devrait-elle avoir? Ça dépend des sources. On va dire normalement 15 à 20 cm, mais dans le cas d'un potager, on parle souvent de 30 cm. Maintenant, comment peut-on augmenter son épaisseur? Si la couche arable est trop mince, comment on peut l'épaissir? En ajoutant de la nouvelle terre et ou en ajoutant du compost. Donc, dans certains cas, on va ajouter seulement de la nouvelle terre, dans certains cas du compost, dans d'autres cas, on peut ajouter les deux. Donc ça, c'est une façon d'augmenter l'épaisseur de la couche arable. Il y a d'autres façons, évidemment. On pourrait creuser un petit peu dans le sous-sol et amender avec du compost par la suite. Mais de façon générale, on épaissit une couche arable trop mince en ajoutant de la nouvelle terre et ou du compost. Qu'est-ce que la texture? Par définition, la texture, c'est la proportion de sable, de limon et d'argile dans le sol. On aurait pu dire aussi le pourcentage de sable, limon, argile dans le sol. Qu'est-ce que ça influence la texture? Bien, la texture, ça influence beaucoup de choses, évidemment. Ça influence les propriétés du sol. Donc, ça influence la rétention en eau et le drainage, l'aération, etc. Donc, la texture influence les propriétés du sol. La texture va faire en sorte que le sol est mieux aéré, moins bien aéré, retient mieux l'eau ou moins, etc. Dans quel cas devrait-on modifier la texture? Dans quel cas on pense changer la texture en apportant un amendement minéral? C'est quand le sol est trop sableux ou trop argileux. Donc, on dirait quand on est dans les extrêmes du triangle, le grand groupe des sols sableux ou le grand groupe des sols argileux, on va devoir apporter des amendements minéraux pour changer la texture du sol. Alors que quand on est dans la zone des sols intermédiaires, on n'a pas besoin de corriger la texture. Comment peut-on modifier la texture? En ajoutant, comme je l'ai dit tantôt, du sable ou de l'argile. Si notre sol est très argileux, on va devoir y ajouter d'une certaine façon du sable en respectant la recette qu'on a vue à la leçon 3, c'est-à-dire en apportant des amendements d'abord, en le décompactant et ensuite en ajoutant du sable. Alors que si le sol est plutôt sableux, on va devoir lui ajouter de l'argile. Si le sol est intermédiaire, je me répète encore une fois, pas besoin d'amendements minéraux. Maintenant, la structure. C'est quoi la structure par définition? C'est tout simplement la présence d'agrégats. C'est la présence d'agrégats. Un sol qui est structuré, c'est un sol qui a des agrégats. Un sol qui n'est pas structuré, c'est un sol qui n'en a pas. Donc, quand on se pose la question, le sol est-il structuré ou pas, on a juste à regarder, y a-t-il des agrégats dedans ou non. Qu'est-ce que ça influence la structure? Un petit peu la même chose que la texture, ça va influencer les propriétés du sol. Un sol qui est bien structuré va généralement avoir des meilleures propriétés. Encore une fois, la rétention en eau, le drainage, l'aération, etc. Donc la structure, qu'est-ce que ça influence? Ça influence les propriétés du sol. Et dans quel cas devrait-on modifier la structure? Évidemment, quand elle est insuffisante ou quand il en manque. Donc, quand elle est insuffisante, un sol qui est croûté, un sol qui est compacté, qui est poussiéreux, un sol qui montre ces caractéristiques-là, manque de structure. Donc, on va devoir lui ajouter évidemment de la matière organique et les autres matériaux nécessaires pour que le sol forme des agrégats et se structure. Comment peut-on modifier la structure? Je viens de le dire. Donc, en ajoutant de la matière organique, mais aussi en ajoutant du calcium qui va servir à faire des ponts. Donc, en ajoutant de la matière organique, en ajoutant du calcium et en brassant le sol pour que les particules se rencontrent et que les agrégats se forment. Donc ça, c'est pour la structure. Je répète, la structure, c'est la présence d'agrégats. Ça influence les propriétés du sol. On doit l'améliorer quand elle est insuffisante. Et comment on l'améliore? En ajoutant de la matière organique, du calcium et en travaillant le sol, par exemple, par un binage. Donc ça, c'est pour la question 3. La question 4, qu'est-ce que le pH? Le pH, c'est la mesure du degré d'acidité. Donc, le pH mesure est-ce qu'il y a beaucoup d'acidité dans le sol ou non. Qu'est-ce que ça influence? On en avait parlé beaucoup dans la leçon 8. Le pH va influencer la disponibilité des éléments nutritifs du sol. Si votre pH est bon, les éléments qui sont actuellement dans le sol vont être accessibles aux plantes parce qu'ils sont solubles, ils se solubilisent dans la solution et la plante peut les absorber.
Si le pH est mauvais, bien, il y a des éléments qui vont se mettre à cristalliser dans le sol. Ils ne seront plus solubles dans la solution et la plante ne sera plus capable de les absorber. Donc, en gros, le pH influence la disponibilité des éléments nutritifs du sol. Dans quel cas devrait-on modifier le pH? Bien, toutes les fois où le sol est trop acide ou trop alcalin. Donc, quand est-ce que le sol est trop acide ou trop alcalin? Quand il est en bas de 6,3 ou au-dessus de 6,7. Je vous rappelle, le pH idéal pour un sol est de 6,5. Donc, entre 6,3 et 6,7, on est dans la zone confortable. Si on est en bas de 6,3, c'est trop acide. Au-dessus de 6,7, c'est trop alcalin. Donc, on corrige le pH quand le sol est trop acide ou trop alcalin. Comment peut-on modifier le pH? Évidemment, en ajoutant des amendements correcteurs de pH. On a parlé beaucoup de la chaux et du sulfate de fer, mais il en existe plusieurs autres. Donc, en ajoutant des amendements correcteurs de pH, si je résume pour la question 4, le pH, c'est la mesure du degré d'acidité. Ça influence la disponibilité des éléments nutritifs. On devrait le modifier quand il est en bas de 6,3 ou au-dessus de 6,7. Et on va modifier le pH, évidemment, en apportant des amendements correcteurs de pH, comme la chaux. Cinquième point, qu'est-ce que la salinité? La salinité, c'est la mesure de la concentration en sel d'une solution. On a parlé de ça dans la leçon 11. Donc, quand on met beaucoup d'engrais dans une solution, le taux de salinité a tendance à monter. Donc, ça mesure la concentration en sel. Qu'est-ce que ça influence la salinité? Bien, ça influence la capacité des plantes à se réhydrater ou à absorber l'eau. Parce que quand la salinité monte beaucoup, on avait vu que le sel il tire pour l'eau. Donc, s'il y a beaucoup de sel dans le pot, la plante a de la difficulté à se réhydrater. Alors que quand la salinité elle est plus faible, la plante est capable d'absorber plus facilement l'eau du substrat parce qu'il y a moins de compétition. Donc, les racines tirent d'un bord, le sel tire de l'autre. S'il y a beaucoup de sel dans le pot, la plante va avoir de la difficulté à se réhydrater et elle va avoir tendance à faner plus facilement. Dans quelle situation on mesure la salinité? Évidemment, dans les serres. La salinité, c'est très rare qu'on mesure ça à l'extérieur, c'est beaucoup plus dans les serres. Donc, quand on veut faire un suivi de culture, par exemple, on peut mesurer la salinité à chaque semaine, voir si on a tendance à mettre trop d'engrais ou pas assez. Si la salinité a tendance à monter, c'est qu'on met probablement trop d'engrais. Si la salinité a tendance à descendre, c'est que la plante est en train de puiser dans les réserves et on n'en met peut-être pas assez. Donc, dans quelle situation on mesure la salinité? Quand on cultive en serre pour des plantes en pot. Et dans quel cas devrait-on modifier la salinité? Évidemment, quand elle est trop basse ou trop haute. C'est une erreur ici, là, quand elle est inférieure à 1 ou supérieure à 3. Ça devrait être 3 plutôt que 2. Donc, dans quel cas on modifie la salinité quand elle est trop basse ou trop haute? Si elle est trop basse, on va ajouter de l'engrais. Si elle est trop haute, ben on va ralentir la fertilisation et dans des cas extrêmes, on va même faire un lessivage. Et comment peut-on modifier la salinité? Dernier petit point, en augmentant ou en diminuant la fertilisation, comme je l'ai dit tantôt. Alors ça, c'est pour la salinité. Sixième point, les ppm. Qu'est-ce que mesurent les ppm? Ça, on a vu ça à la leçon 23. Donc, les ppm mesurent la concentration en azote des solutions d'engrais. Qu'est-ce que ça influence les ppm? Bien, ça fait que la solution est plus ou moins corsée, plus ou moins riche en éléments nutritifs. Donc, quand le nombre de ppm augmente, évidemment, il y a plus d'azote, il y a plus d'éléments nutritifs de façon générale dans la solution. Quand le nombre de ppm diminue, bien, la solution est moins concentrée. Donc, le fait que la solution est plus ou moins riche ou plus ou moins concentrée en azote. Dans quel cas utilise-t-on cette mesure? Encore une fois, en production en serre, quand on veut utiliser des engrais solubles. Donc, on mesure les ppm quand on travaille en serre avec des engrais solubles. Pourquoi c'est utile la mesure des ppm? Bien, pour bien doser la fertilisation. Si on met n'importe quelle quantité d'engrais dans n'importe quel volume d'eau, on va avoir des résultats à peu près. Si on veut que nos engrais soient bien dosés, bien ajustés aux besoins des plantes, on doit savoir à combien de ppm on veut préparer notre solution et être capable de faire les calculs pour ajouter exactement la bonne quantité d'engrais pour avoir la solution souhaitée. Donc, pourquoi c'est utile? Pour bien doser la fertilisation. Alors, si je résume sur les ppm, ça mesure quoi? Ça mesure la concentration en azote des solutions d'engrais. Ça influence le fait que la solution est plus ou moins riche. On utilise ça en production en serre. Et pourquoi c'est utile? Évidemment, pour bien doser notre fertilisation ou nos engrais. Septième point, les carences en éléments nutritifs. Qu'est-ce qu'une carence en éléments nutritifs? Évidemment, c'est un manque d'éléments nutritifs. Donc, une carence,
Ça veut dire que la plante elle manque de cet élément-là. Qu'est-ce que ça influence les carences en éléments nutritifs? Évidemment, la croissance des plantes, mais dans certains cas aussi leur apparence. On va avoir des plantes avec des feuilles jaunes ou des barres de feuilles qui sont séchées ou d'autres symptômes du genre. Donc, ça influence la croissance des plantes et ça influence aussi leur apparence. Qu'est-ce qui peut causer des carences en éléments nutritifs? Plusieurs facteurs, entre autres un sol pauvre en éléments nutritifs. Si on ne fertilise pas assez, c'est normal qu'il apparaisse des carences. Ça peut être aussi un mauvais pH, on l'a dit tantôt. Si le pH n'est pas bon, les éléments ne sont pas solubles. Si les éléments ne sont pas solubles, la plante n'est pas capable de les prendre. Elle pourrait développer des carences si elle a besoin de ces éléments-là. Ça peut être des racines en mauvais état aussi. On voit ça en serre. Si on a eu un problème de salinité ou on a trop arrosé et les racines ont pourri, des fois on voit apparaître des carences sur les feuilles, pas parce que les éléments ne sont pas présents dans le pot, parce que les racines sont mal en point, sont incapables de les absorber. Donc il y a plusieurs facteurs qui vont faire qu'on peut observer des carences sur des plantes. Le premier facteur, c'est évidemment un manque de fertilisation, un sol trop pauvre, mais ça peut être d'autres facteurs comme un mauvais pH ou des racines mal en point. Et comment peut-on corriger les carences? Bien, en ajoutant des engrais simples ou des sources d'éléments nutritifs, ou dans certains cas, en corrigeant le pH. Et rendu à la question 8, les engrais simples. Qu'est-ce qu'un engrais simple par définition? C'est un engrais qui contient un seul élément primaire. Seulement de l'azote, seulement du phosphore ou seulement du potassium. On a vu ça à la leçon 19. Dans quel cas on utilise des engrais simples? Je viens d'en parler il y a quelques minutes. Pour corriger des carences en éléments primaires. J'ai une carence en azote, je peux utiliser un engrais simple azoté pour la corriger. Ou on pourrait utiliser les engrais simples pour corriger une analyse de sol, comme on a vu à la leçon 20. Donc, une fois que je reçois une analyse de sol, si je me rends compte que le sol est pauvre en potassium, avant de commencer ma culture, je pourrais très bien ajouter un engrais simple potassique pour corriger les manques de potassium dans le sol. Donc, dans quel cas on utilise des engrais simples pour corriger des carences sur des plantes en croissance ou encore dans un sol qui manque d'un élément nutritif. Les engrais complets maintenant. Si on a vu ça à la leçon 21 et plus, donc c'est quoi un engrais complet? C'est un engrais qui contient au moins les 3 éléments primaires, azote, phosphore, potassium. Dans quel cas on utilise des engrais complets? Évidemment, on utilise beaucoup les engrais complets en horticulture, donc pour la fertilisation des pelouses, la fertilisation des plates-bandes, la fertilisation des potagers, quand on fertilise en serre. Donc, dans plein de situations, quand on a des plantes en croissance, on ne commencera pas à ajouter juste de l'azote ou juste du potassium ou juste du phosphore. On va mettre un engrais qui contient tous les éléments primaires, puis idéalement, un petit peu de secondaire et d'oligo aussi. Donc, à partir du moment où on a les 3 éléments primaires, c'est un engrais complet et on utilise des engrais complets dans toutes les situations de la vie courante où on fertilise des plantes, donc pelouse, plate-bande, potager, etc. Question 10. Qu'est-ce qu'un engrais naturel? On a vu ça à la leçon 17, la distinction entre les engrais naturels et les engrais de synthèse. Et on a reparlé à la leçon 24 de toutes les sources d'engrais naturels possibles. Donc, c'est quoi par définition un engrais naturel? C'est un engrais qui est fabriqué à partir de produits naturels, des roches, des sous-produits animaux comme des farines de plumes par exemple, et qui n'ont pas subi de transformation chimique. Donc, le produit a pu être séché, broyé, il n'y a pas de problème, mais c'est des produits sur lesquels on n'a pas appliqué des acides ou des trucs comme ça pour les rendre plus rapides ou plus disponibles. Donc, c'est des produits à la base qui sont pris dans la nature, des produits minéraux ou des produits animaux ou végétaux, mais qui n'ont pas subi de transformation chimique. Dans quel cas on utilise des engrais naturels? Bien, chaque fois qu'on veut faire de la fertilisation biologique. Je me prépare un potager biologique. Bien, si je veux récolter des légumes biologiques, je vais devoir utiliser des engrais naturels. Alors, ça clôt la partie sur les questions générales, sur la matière. Comme je disais tantôt, vous n'avez pas besoin d'avoir exactement ces réponses-là, mais ça devrait ressembler un petit peu. On est maintenant prêt pour la deuxième partie, donc ça va être dans une autre vidéo où je vais corriger la deuxième partie de l'exercice synthèse ou de l'examen formatif synthèse. Et dans la deuxième partie, vous allez avoir 2 étapes. La première étape, vous devez corriger un sol à l'extérieur. La première mise en situation, on est à l'extérieur et on doit améliorer un sol. Et dans la deuxième mise en situation, vous allez être dans des serres et vous allez devoir prendre des décisions, à savoir quel engrais vous utilisez, à quel ppm, etc. Alors, pour la correction de la deuxième partie, les 2 mises en situation, ça va être dans la vidéo suivante.